Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Voilà une nouvelle vidéo où on va parler le lundi de l'info sur les tutelles. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour madame. Bonjour. Vous voulez vous présenter s'il vous plaît? Oui, Morgane Rivoal, secrétaire générale du collectif handicap. Alors aujourd'hui, le thème c'est quoi exactement? C'est la protection des majeurs protégés. D'accord, donc protection juridique, pardon, des majeurs protégés. D'accord, donc c'est la journée, le lundi de l'info sur les tutelles, c'est ça? Exactement. Plusieurs fois par an, on fait des lundis de l'info à destination des professionnels et des particuliers, des associations, sur une thématique spécifique. Et cette fois, on a décidé d'évoquer les tutelles. Alors c'est plus large que les tutelles, puisque les tutelles, c'est une partie de la protection des majeurs protégés, mais du coup, c'est le mot un peu utilisé le plus souvent, ce sont les tutelles. Ouais. D'accord. Et la réunion va se passer ici, dans le local là? Oui, tout à fait. C'est la maison des associations de la ville de Nouméa. D'accord. Et du coup, qui sont les personnes qui vont venir? Ce sont des acteurs associatifs, des professionnels de l'accompagnement, des particuliers. Voilà. Et il va y avoir un juge aussi? Ah oui, alors en intervenant, pardon, oui, excusez-moi. Il y a trois entités intervenantes. Il y a le juge des tutelles, Monsieur Lucet. Il y a des représentantes de la GTNC, l'association pour les tutelles, et les représentants de l'ACSMS, qui est l'autre association des tutelles en Nouvelle-Calédonie. Eh bien d'accord, écoutez madame, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à plus tard. À plus tard. Donc régulièrement au niveau du collectif handicap, on met des lundis de l'info sur des sujets thématiques. Donc, qui sont à destination des particuliers, des professionnels et puis de tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Donc on a déjà fait plusieurs thématiques comme le ticket modérateur de la CAPAT, on a fait l'identité de genre chez les personnes en situation de handicap. Et ça fait un petit moment qu'on a prévu ce sujet des tutelles, puisque ça fait... c'est des questions qui nous, au niveau du collectif, reviennent souvent. Donc on s'est dit, il y a un moment, puisque tout le monde se pose plein de questions, on va faire un avis là-dessus. Donc voilà, je remercie la GTNC et notre juge d'être venus aujourd'hui pour répondre. Voilà. Donc l'intervention va se dérouler un peu en deux temps. Ils vont faire une présentation de leur rôle et de leur champ d'intervention. Et après, bonjour. ACSMS, venez, je vous en prie. Non, très bien, parfait. Allez-y, je vous en prie, je prendrai votre tour. Vous avez une présentation? Bon, très bien, ça m'arrange. Et donc du coup, le troisième intervenant qui vient d'arriver, qui est la CSMS. Je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Je vais leur laisser la parole de toute façon. Voilà ce que j'ai dit. Donc ils vont présenter chacun leur organisation et après on passera à une phase de questions-réponses. Donc on en a pour à peu près 1h30, grand max 2 heures, mais déjà 1h30 ça va être déjà pas mal. Voilà. Le budget, l'organisation des fonds courants. Il ne s'occupera que de l'épargne, que des ventes de biens, que des opérations patrimoniales importantes, mariage, divorce par exemple. Ça s'arrêtera à ça. La curatelle simple, c'est donc une ligne de vie. On va dire ça pour simplifier les choses de la sorte. La curatelle renforcée, là on commence à rentrer dans le dur, parce que la personne, certes, continue de décider et d'accompagner le curateur, mais elle est privée de son droit à gestion. C'est-à-dire que la gestion est organisée par le curateur qui perçoit les fonds, alors sur le compte du majeur bien sûr, il perçoit les fonds, paye les dettes, les factures, règle ce qui est dû, organise l'endettement éventuellement, enfin solde l'endettement plutôt, en organisant les règlements différés, et le reste à vivre, à ce moment-là, lui, est discuté avec le majeur protégé. Selon les niveaux d'autonomie, les mandataires vous le diront, ça va d'un budget fait à deux à un budget très assisté, parce qu'évidemment, une personne protégée, en curatelle renforcée, peut avoir des capacités différentes. Donc la curatelle renforcée, c'est une mesure qui est intéressante quand la personne sent qu'elle a un peu besoin d'être aidée, mais que malgré tout, il faut respecter l'idée qu'elle ne soit pas totalement dépossédée. Donc c'est une mesure qui peut être intermédiaire, puisqu'à tout moment, évidemment, une mesure de protection peut être aggravée ou allégée. Même si je fixe un terme, par exemple 5 ans, 10 ans, si au bout de 3 ans, la mesure n'est plus adaptée, on n'attend pas les 5 ou 10 ans pour se revoir. On réadapte les choses. Mais en tout cas, la curatelle renforcée a cet avantage
de laisser une certaine forme d'autonomie. Alors la contrepartie que peut-être nos amis mandataires évoqueront, c'est qu'une personne qui est totalement dans l'opposition, parce que ça arrive évidemment, bloque la mesure. Puisque à partir du moment où là, c'est une mesure d'assistance, c'est une cogestion, si le majeur protégé refuse dans le cadre de la curatelle d'accompagner les actes proposés par le curateur, il ne se passe plus rien. Et à ce moment-là, soit je dois durcir la mesure, soit la lever, ça arrive, quand la personne est totalement ingérable et ne veut pas être aidée, parce que, alors c'est pas aussi simple que ça évidemment, mais on a des gens qui sont dans des situations telles parfois qu'on ne peut pas dire les choses autrement. À ce moment-là de leur vie, elles ne veulent pas être aidées. À ce moment-là, on est obligé de renoncer à la mesure de protection parce qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc ça, c'est les cas de curatelle renforcée, le profil des curatelles renforcées. On peut passer. Donc là, on est sur les typologies encore de dossiers où on peut avoir des curatelles renforcées, où on vous rappelle que le curateur perçoit les ressources, assure les dépenses et va permettre à la personne protégée de disposer du reste à vivre. La tutelle. Alors là, on arrive dans ce que vous semblez tous, enfin je pense connaître, c'est la mesure de protection absolue, c'est une mesure de représentation. La personne est soit tellement malade, soit tellement handicapée, soit tellement diminuée sur le plan cognitif qu'elle ne peut plus rien faire par elle-même. Alors, ça peut arriver très vite, ceci étant une tutelle. Par exemple, un handicap visuel qui interdit la signature, la lecture, peut amener des personnes qui ont des capacités cognitives importantes à demander une mesure de tutelle, parce qu'elles ne peuvent plus se débrouiller sans cette aide. Parce que le tuteur, tant qu'il n'est pas missionné, il n'est qu'un aidant. Donc l'aidant, on peut très vite lui opposer une intervention. Aujourd'hui, j'ai plein d'hypothèses possibles où telle démarche à la CAFAT, telle démarche auprès de telle administration, l'aidant va se faire dire, mais moi, je ne vois pas quel mandat vous fait intervenir. Donc dans ce cas-là, la mesure de protection offre cet outil de travail à l'aidant qui devient tuteur. Donc la tutelle, la mesure de protection la plus élevée, dans ce cas-là, on parle de régime de représentation. Le tuteur devient le visage administratif du majeur et va agir en son nom, financièrement, administrativement, sur tous les aspects de sa vie patrimoniale. La loi distingue toutefois, on va pouvoir avancer, oui alors j'ai mal organisé, on va rester là, peut toutefois organiser, la loi nous dit que pour ce qui relève de l'intime de la personne, le choix du lieu de vie, le choix du suivi médical, des activités, des soins, ce genre de choses, même sous la forme de la tutelle, le majeur doit être entendu. On doit essayer de recueillir son adhésion, ou en tout cas de recueillir l'idée qu'il a de tel ou tel sujet. C'est très compliqué évidemment, selon les cas, mais la loi fait cette nuance et j'y insiste quand même largement auprès des familles. On ne peut pas faire en tutelle tout de la même manière. Évidemment, une personne très diminuée, on va nécessairement faire à sa place. Mais une personne âgée va souvent avoir, je pense à ce cas-là parce que c'est celui qu'on rencontre le plus fréquemment, une idée précise de là où il veut vivre, le lieu de vie. Ça, c'est la tutelle à la personne. Particulièrement, le logement, les comptes bancaires. Ces deux domaines d'intervention, rien ne pourra être fait sans que le juge donne son accord. Donc on ne pourra jamais vendre, louer la maison d'un majeur protégé sans l'accord préalable du juge. On ne pourra jamais ouvrir, fermer ou modifier un compte sans l'accord du juge. Ok ? C'est hyper sanctuarisé. Alors, bon, là on revient encore sur les actes, cette fois-ci de la protection à la personne. Je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui relève plus de l'intimité de la personne, le choix du lieu de vie, les choix des soins, le choix des relations, des activités. J'y ai pas évoqué l'acte de l'autorité parentale parce qu'on a quand même peu de cas dans cette situation-là. C'est des jeunes majeurs qui auraient des enfants et pour lesquels l'autorité parentale ne peut pas être captée par le juge des tutelles. C'est le juge des enfants qui intervient à ce moment-là. Le juge des tutelles, il décidera jamais de où on scolarise les enfants, si c'est plutôt maman, plutôt papa. C'est pas le job du juge des tutelles, ça. Ça sera le job du juge des enfants ou du juge d'affaires familiales en cas de séparation. Mais j'en parle pas parce que franchement, dans nos portefeuilles, on n'a pas beaucoup ce cas-là de mineurs qui nécessiteraient d'être accompagnés. Vous commencez à constater que ça ne va pas. À ce moment-là, il va falloir aller consulter un des médecins inscrits sur la liste du procureur
habilité à établir des certificats médicaux circonstanciés. Cette liste, elle est accessible si vous prenez contact avec la juridiction, le tribunal, le service des tutelles, on vous la communique. Une fois ce certificat établi, vous allez devoir remplir une requête qui se trouve accessible à l'accueil du tribunal avec beaucoup d'éléments d'information personnels, familiaux. Il faudra y ajouter un acte d'état civil, notamment pour les personnes de statut particulier, puisqu'il y a des règles différentes qui s'appliquent pour eux. Il faudra y donner des éléments de la situation financière éventuellement. Et puis, le fameux certificat dont je vous ai parlé, qui correspond à peu près à tout ce dont j'ai besoin au début. Une copie de pièce d'identité aussi. Et ensuite, ce dossier-là va être déposé au greffe des tutelles, alors à l'accueil pourvu au greffe des tutelles, et là va commencer la phase d'instruction. Donc je vais envoyer aux familles des questionnaires, qui sont des listes de questions sur qui est le majeur, qui fréquente-t-il, que fait-il, que possède-t-il, avez-vous un intérêt pour lui, souhaitez-vous notamment être entendu par le juge des tutelles. Alors, j'ai très souvent à cette question « souhaitez-vous être entendu ?» la réponse « non ». Et les gens arrivent à l'audience en disant « mais comment ça, j'ai pas été convoqué ?» Alors, quand vous dites « non », c'est que vous ne voulez pas être entendu. Donc, je ne vous convoque pas. Non, je le dis parce que parfois, ça crée de la tension avec les familles qui me disent « mais vous voulez pas de moi ?» Bah, si. Mais si vous me dites non, c'est qu'a priori, vous n'avez pas d'intérêt. Je reçois, une fois tout ça terminé, donc au bout de 6 mois à peu près, les familles. J'entends ce que les gens ont à me dire, le majeur également s'il est en état d'être entendu. On brainstorm ensemble, on voit s'il y a quelqu'un pour aider au sein de la famille. Si c'est le cas, à ce moment-là, 1 mois à peu près après l'audition, je désigne par jugement la personne. S'il n'y a personne, je fais cadeau de la situation à une des 2 associations qui voit son portefeuille très chargé, un peu plus chargé. Donc là, le juge vous a expliqué, on va vous passer les détails. Oui, ça s'est passé. Alors, on peut passer. Donc là, rapidement, nous, on existe depuis, donc c'est la GTNC, l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie. On existe depuis 2010, donc on est, nous, financés, jusqu'en 2020, on était financés essentiellement par le gouvernement de la Calédonie, mais depuis 2010 jusqu'en 2020. Et depuis 2020, on est financé aussi en partie par l'Agence sanitaire et sociale. Donc on intervient sur l'ensemble du territoire. Shadia et moi, on est dans le sud. Donc, et Yanis qui arrive de Koné. Yanis est responsable de notre antenne à Koné, où elles sont 5. Donc, 3 mandataires et 2 assistants. Voilà, à ce jour. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'évolution du nombre de majeurs protégés depuis sa création. Donc en 2010, on était à 63. En 2020, on a fini à 814 majeurs protégés. Et en 2021, on a fini l'année à 817 mesures, en sachant que par manque de moyens, nous avons demandé au juge Lucet et au juge Ravalette sur Koné en juin 2021 de freiner les mesures de protection parce qu'on n'arrivait plus à suivre. Donc là, c'est le personnel de la GTNC. Donc on a un conseil d'administration. Moi, j'assure la direction. J'ai un directeur adjoint. Et puis, vous avez Shadia Godard qui est responsable des mandataires en province sud et province des îles. Et puis, Yanis Naouchoué qui est responsable du secteur nord. Voilà, aujourd'hui, on a 36 salariés dans 15 mandataires, 15 ou 16 mandataires. On est à 16 mandataires aujourd'hui et puis et au niveau de l'organisation et avec un service comptabilité donc, qui est chargé, comme le juge vous disait tout à l'heure, de régler les factures des majeurs protégés et un service administratif qui s'occupe de tout ce qui est renouvellement de droits des personnes. Donc moi je suis Shadia Godard, je suis responsable des mandataires. Au niveau des majeurs protégés, donc comme on peut le voir, on a beaucoup de majeurs protégés qui sont essentiellement sous curatelle renforcée et sous tutelle. Ensuite, par rapport aux pathologies, donc on a beaucoup de majeurs protégés atteints de pathologies psychiatriques et de maladies neurologiques, ce qui rend notre prise en charge compliquée parce que c'est un public très particulier et qui demande quand même des compétences
vraiment dans l'accompagnement et sur le terrain qu'on n'a pas forcément, parce que les mandataires viennent de milieux différents. Il y en a qui viennent il y a des travailleurs sociaux, donc des gens qui sont habitués au contact avec le public, mais après on a des juristes, on a des professionnels qui viennent des assurances, des banques, des agences d'intérim, voilà, c'est très divers. Donc c'est vrai que c'est toute la difficulté pour nous, c'est pour les mandataires qui ne sont pas formés à ce public et à cet accompagnement. Ça peut être compliqué pour ces pathologies-là. Voilà, donc comme je le disais, toute la difficulté, c'est vraiment que le mandataire, en fait, nous, on l'appelle toujours un petit peu le chef d'orchestre, que ce soit en interne ou en externe, parce que du coup, en interne, il va travailler avec sa comptable, son secrétariat social, pour chapeauter un petit peu tout ce qu'il faut faire par rapport à la mesure de protection. Mais en externe aussi, parce que du coup, il faut travailler avec tous les partenaires, il faut savoir qui solliciter les bons partenaires au bon moment, parce que voilà, tous les domaines d'intervention dans lesquels on va intervenir, le handicap, la dépendance, l'accompagnement social, la gestion du patrimoine, la gestion juridique, le logement, la santé, l'emploi, la famille. Voilà, donc c'est vrai que c'est toute la difficulté parce que chaque mesure, on a 800 et quelques mesures, et ben il y a 800 et quelques mesures vraiment différentes où on va pas du tout avoir le même accompagnement, les mêmes priorités, les mêmes en fonction du majeur, s'il peut identifier des besoins, la famille aussi, ce qu'elle va identifier. Voilà, il faut vraiment qu'on adapte notre intervention au majeur et au moment. C'est vrai qu'il y a il n'y a pas de moment où on ne s'ennuie pas, mais on va dire qu'il y a des moments qui sont à peu près calmes. Et alors, il y a d'autres moments où il y a tout le monde qui déménage, il faut rentrer dans les structures, il faut trouver un nouvel emploi, donc c'est vraiment la vie des gens, donc ça peut aller vraiment dans tous les domaines, on va dire. La JTMC, donc nous, sur Poney, on gère à peu près 120 mesures. Donc on a Bourail dans notre portefeuille, on fait uniquement les personnes qui sont à domicile sur Bourail. Et on a jusqu'à Bel-Air, on a des mesures jusqu'à Bel-Air. Donc nous on est sur 3 mandataires et 2 assistantes et on travaille principalement avec les aides de secteur. On n'a pas vraiment la même façon de travailler avec les collègues de Nouméa parce qu'on n'a pas autant d'intervenants dans le Nord. Et donc on fait beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de déplacements, beaucoup de travail en terrain. Donc on travaille principalement avec les aides de secteur, les infirmiers à domicile, les infirmiers psy. Parce que nous, sur notre secteur, on a sur la moitié du portefeuille, on n'a que des patients psy. Et donc, le reste, c'est des personnes âgées qui ont des troubles comme Alzheimer, démence. Et après, aussi, une grande partie de notre portefeuille, c'est des patients psy. Et on a une façon de travailler qui est complètement différente des collègues de Nouméa. Et on gère beaucoup moins de patrimoine aussi. Nous, on est plus sur des personnes qui ont des allocations handicap et des retraités avec des petites retraites. Mais sinon, les personnes qui ont du gros patrimoine, c'est surtout en province sud. Nous, dans le nord, on n'a pas ça. Un peu parachuté là, puisque la chef de service est en congé. Moi, je représente la CSMS, donc l'Association de coopération sociale et médico-sociale. Bon, nous, on est une beaucoup plus petite équipe. On est 3 mandataires, dont la chef de service, qui elle a bien sûr un portefeuille bien moins important de suivi. On est en train de former deux autres collègues qui sont actuellement faisant office de mandataires, mais donc qui elles aussi ont un petit portefeuille, histoire d'étayer un petit peu notre équipe. Et après, on a une secrétaire qui, elle, reste toujours sur site, et une assistante tutélaire qui intervient sur l'ensemble des dossiers pour l'administratif, pour le suivi des chantiers, j'allais dire. On a un système de fonctionnement un peu différent effectivement de la GTNC, puisque étant une petite équipe, chaque mandataire a la gestion entière et totale de la personne. Donc ça va du renouvellement des aides, mais aussi règlement des factures. Et on a 210 dossiers en gestion. Nous, c'est l'ancienne gérance de tutelle du CHS, donc notre public est essentiellement des malades psy qui sont de moins en moins souvent à l'intérieur du CHS. Merci, monsieur le juge. Donc on se retrouve avec... Pour changer notre environnement. C'est pour changer notre environnement. Donc on a effectivement maintenant de plus en plus de personnes qui sont sur l'extérieur, qui ont donc un appartement, et donc comme vous et moi, eh bien, il faut gérer une vie avec des troubles psychiatriques. Donc on est très en lien bien évidemment avec le CHS, puisque dès qu'il y a un souci de traitement, eh bien, ça part
très très vite en cacahuète. Donc voilà, nous on est vraiment au plus proche de nos majeurs. On les voit tous quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, de façon à assurer vraiment le suivi qui nous apparaît indispensable, vu que c'est des troubles psy plus lourds. Voilà. Après, on est une toute petite équipe, hein, donc il voudrait nous charger puisqu'il est submergé de dossiers, mais on ne peut pas. Nous, on prône vraiment une qualité de travail pour pouvoir continuer à voir nos majeurs de manière régulière, ce qui nous apparaît être le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Aujourd'hui, est-ce qu'une personne qui est sous tutelle peut voter en Nouvelle-Calédonie? Alors, oui, il n'y a plus d'altération du droit de vote. Donc aujourd'hui, tout majeur protégé, quel que soit le niveau de protection, a vocation à voter. En revanche, la législation impose que si la personne n'est pas inscrite, elle soit en mesure de le faire seule. C'est-à-dire qu'elle doit aller au service des élections de la mairie, demander son inscription de manière autonome. Bon, alors est-ce que dire que c'est un changement de la loi qui n'en est pas vraiment un, pour des personnes qui ne seraient pas inscrites, c'est une démarche qui est impossible à faire. Mais pour des personnes qui l'auraient été, qui n'ont pas été radiées, elles retrouvent entre guillemets leur droit de vote. Après, c'est la question de leur capacité à exprimer ce droit de vote, hein, puisque le handicap, la déficience cognitive, il y a quand même une réalité installée qui fait qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire ce qu'on pense un tout petit peu. Là, je laisse aux familles le choix de conscience de dire est-ce que mon proche est capable encore de dire, et pas simplement de me dire ce que j'entends souvent, mais papy, il a toujours voté ça. Oui, d'accord, mais est-ce que ça génère l'absolue nécessité ou compréhension qui va forcément vouloir voter ça? Après, c'est à chacun de se voir. La personne doit être toute seule dans le bureau de vote. Elle doit être toute seule dans l'isoloir, oui, voilà. Bien évidemment. Hein. Personne, alors ça, c'est pas propre au majeur. La procuration n'est pas possible. Alors la procuration est possible. La procuration est possible, simplement là, on va retrouver un autre filtre. C'est l'enquêteur, le policier ou le gendarme qui va venir recueillir et qui va poser 2-3 questions. Il a la faculté de dire, là je suis désolé, mais cette personne n'est pas en mesure d'exprimer un avis éclairé, donc je ne donne pas de procuration. Ou vraiment déposer le dossier pour qu'il ne soit pas perdu, parce que c'est arrivé qu'on a eu des dossiers de tutelle perdus avec tout ce que ça comporte pour le mettre en œuvre. Oui. Est-ce que c'est mieux le mail, déposer physiquement ou avec l'adresse et la fusée, Et puis après, je suis travailleur social à la direction de l'emploi et du logement, et j'ai accompagné dernièrement un monsieur dont la mesure de tutelle a été adressée à l'association de la GTNC en décembre, et en mois d'avril, je me suis rendu compte qu'elle n'avait toujours pas démarré. Est-ce normal ou pas? C'est une question. Est-ce que c'est déjà long la mise en œuvre plus Alors je vais répondre à la première. Un tout petit peu à la deuxième, je n'ai pas le cas en figure, mais ça sera la GTNC de dire. Alors, le dossier, physiquement, il doit être déposé à l'accueil général du tribunal. Simplement, si le dossier est composé par un proche, signé par un proche ou par le majeur lui-même, quand vous le déposez, il faut dire qu'il doit être adressé au service des tutelles. Si en revanche, le dossier a été libellé par un tiers, un assistant social, un travailleur social, ou peu importe qui d'autre, qui n'est pas membre de la famille, à ce moment-là, quand il est déposé, il doit être libellé au nom du procureur de la République. C'est lui qui va ensuite me saisir. C'est la seule différence qui se note, mais tous les dossiers physiquement doivent être déposés à l'accueil général. Si, c'est possible, mais c'est pour répondre à la question d'éventuelles pertes. Alors, je reconnais qu'on a déjà perdu des dossiers entre l'accueil et le service, ça a ponctuellement pu arriver, je le sais. On essaye d'y travailler en numérisant les dossiers dès qu'ils arrivent à l'accueil pour qu'il y ait une trace de leur dépôt. On essaye d'avancer sur ce fonctionnement, mais aujourd'hui, c'est ça le dispositif prévu. Le juge, parce que comme on avait bloqué les mesures l'année dernière, donc ce qui fait que nous, on s'est retrouvés au mois de décembre-janvier avec 20 mesures à ouvrir. Ça fait quasiment on a une partie des mandataires qui étaient en formation. Donc, ceux qui sont restés, qui étaient à plein temps, ont ouvert ces mesures. Donc, on ne doit pas se louper sur l'ouverture d'une mesure parce que du premier entretien dépend en fait la prise en charge. Donc, nous, ce qu'on a privilégié, moi, ce que j'ai privilégié avec l'équipe, c'est on ouvre une mesure, mais on met la qualité derrière. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps qu'il va falloir
et on va voilà, on va agir de manière à ce que tous les aspects soient pris en compte et que derrière il y ait comment on va dire ça, oui voilà, une qualité après dans la prise en charge. Après, clairement, quand vous prenez 20 mesures et que 3 mandataires se prennent 3 mesures chacun, le mandataire il va choisir l'ouverture de la mesure par rapport à l'urgence. Donc nous on va privilégier, si le juge il nous dit spoliation, nous on va bloquer les comptes et puis on va ouvrir celle-là en priorité. Si c'est une personne qui a des problèmes de santé et qu'il faut la sortir de chez elle, mais on ne pourra pas ouvrir les 3 mesures en même temps, ça va être au cas par cas et ça prend du temps. Je reconnais que là, de se prendre 20-25 mesures d'un coup, pour le sud et dans le nord pareil, on n'a pas respecté, parce que d'habitude c'est 15 jours pour ouvrir une mesure. Là on est à 3 mois, 4 mois d'ouverture. Et je reconnais, je ne vais pas vous cacher que effectivement là c'est super compliqué pour nous. On n'a pas derrière le personnel pour bien assurer la prise en charge. Par rapport au compte bancaire, quand une personne en situation de handicap veut ouvrir un compte à la banque, nous on a eu des personnes, parce que je travaille à l'association Valentin Arnaud, au service des personnes aveugles et malvoyantes, on lui a refusé une ouverture de compte s'il n'y avait pas de mesure de protection. Je ne comprends pas parce que la personne elle a toutes ses capacités cognitives et que ça a l'air d'être la politique de certains services bancaires sur le territoire. Donc ça empiète sur l'autonomie des gens aussi et puis sur leur dignité puisqu'on leur refuse de trouver un compte. Je ne citerai pas la banque, mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'est légitime? Alors, c'est légitime dans la mesure où le problème devient un handicap permanent dans la réalisation d'actes courants. Alors, ça peut être le cas pour une personne, pas pour une autre, mais j'ai déjà, effectivement, c'est rare, quelques cas de personnes qui n'ont que ce problème de vue, donc de malvoyance, comme problématique majeure. Voilà. Donc ces gens-là sont placés sous mesure de protection. Alors en général, on retrouve la curatelle pour ces personnes puisqu'ils sont capables d'être accompagnés, mais ça arrive. Après, il faut qu'il y ait encore une fois un avis médical préalable. Donc si une banque dit, moi c'est du refus de service. C'est du refus de service. S'il n'y a pas de mesure de protection et que c'est discriminatoire, on est d'accord. Je ne dirais rien de tel puisque je ne connais pas la situation et je ne veux pas m'engager plus avant, mais si dans le principe il n'y a pas de raison de refuser et que c'est le cas de le faire, enfin que c'est le cas, ça peut être du refus de service. Oui, monsieur le juge, s'il vous plaît. Voilà, à un moment donné de ma vie, il y a environ, dans les années 90, il n'y avait pas encore mis en place la GTNC. Et c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin d'être mis un peu en protection. Et c'était monsieur le juge Trolu, Faute Trolu, premier juge Canac, qui était à la charge pour les tutelles et les curatelles. Et j'ai été mis sous protection pendant à peu près 5 ans. Et je suis revenu le voir parce que mon état s'était amélioré et a réussi à reprendre le cours de ma vie. Alors ma question, moi, c'est, comme vous le savez, on va construire un nouveau pays et il va y avoir un nouveau statut. Est-ce que ça va durer exactement la même chose qu'il y a à l'heure actuelle ou ça va changer? Est-ce qu'il y aura toujours la GTNC pour gérer les dossiers des personnes qui sont mises sous protection? Alors là, je suis incapable de me projeter sur cette question-là parce que ça va forcément refondre le système juridique du territoire en imaginant que le pays évolue vers un autre statut. Je ne sais pas vous répondre. En l'état, en tout cas, si on reste dans une situation moyennement moyenne, il ne nous a pas été annoncé qu'on allait disparaître. Donc on devrait en l'état, si les choses continuent à peu près dans ce qu'elles sont, continuer à agir au bénéfice des majeurs protégés. Mais je ne peux absolument pas dire ce que nous deviendrions si on allait vers une indépendance complète ou une autonomie plus grande encore. Je ne sais pas, je suis désolé, mais je ne peux pas apporter de réponse. D'accord, je vous remercie beaucoup. Le dossier par mandataire judiciaire, est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit la GTNC ou la CSMS, il y a plus de dossiers uniquement gérés par un mandataire
où il y a quand même une majeure partie gérée par un mandataire et un co-membre, mais de la famille? Alors, non, c'est très très résiduel, hein, les co-gestions, famille, association. Ça existe, hein, mais c'est très très résiduel. Mais du coup, est-ce que ça aiderait un peu plus le mandataire judiciaire à gérer? Parce que c'est vrai qu'il y a toute la partie administrative et financière, et qu'on puisse pousser les familles un peu plus à les rassurer et à leur dire effectivement il y a toute cette gestion qui peut être faite par le mandataire judiciaire, mais d'impliquer les familles dans la tutelle ou curatelle, pour dire par contre, prendre soin de la personne en elle-même. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Simplement, il faut préciser que la tutelle à la personne, c'est-à-dire la prise en charge des soins, implique tout le suivi administratif. Ce n'est pas la tutelle au bien qui fait ça. Et là, on a parfois des problèmes quand même. C'est-à-dire que prendre en charge un proche à la maison, l'emmener chez le médecin, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on va aller sur des projections type dossier CRHD, renouveler les droits à l'aide médicale, faire la déclaration de revenus à la CAFAT, là on a des familles qui vont être perdues. Donc, et là en fait, il faut encore une fois que j'ai des ressources vraiment. C'est-à-dire que le bien-être familial, l'accompagnement, c'est hors de la tutelle quelque chose de nécessaire. Et ça c'est bien si je l'ai. Mais après, rentrer dans le dur et faire les missions qu'on vient d'évoquer, si la personne se sent perdue et que je dois aller en permanence chercher le co-tuteur qui va faire hors de son mandat de l'accompagnement administratif, l'association va me dire à la fin, mais donnez-moi tout le mandat, parce que je fais tout finalement, et je laisse le bien-être et l'accompagnement affectif à la famille. Notamment, je me demandais s'il y avait des mesures pour favoriser des plans de rétablissement pour la personne, des plans de... Ça n'existe pas ici. Si ça existait, j'imagine que ça amoindrirait les dossiers. Mais c'est ce qu'on appelle les MASP et les MAGE en métropole, mais ça n'existe pas ici. Ça n'a pas été organisé. Donc juridiquement, il n'y a pas de support. Donc en fait, il n'y a rien entre l'assistant social de secteur, l'aidant associatif, le travailleur social. Les échanges, mais la question c'est où commence et où s'arrête vraiment le rôle du tuteur dans l'accès au droit. Parce que récemment, par exemple, on a eu le cas d'un jeune étudiant qui s'est vu ne pas pouvoir passer son examen parce que son AV scolaire s'était arrêté. Et en fait, est-ce que c'est à la tutrice de faire valoir ses droits auprès de la CEJH pour qu'il y ait une AV qui lui permette... Parce que moi, la réponse qu'on m'a eu, alors je suis incapable de dire qui c'était l'association et je m'en fiche, en fait, c'est plus sur la démarche, où commence et où s'arrête le rôle de la tutrice, ou du tuteur d'ailleurs, ça peut être un homme, mais parce que là, par exemple, on n'avait pas respecté les droits du jeune protégé, et en fait, finalement, mais personne n'était là pour faire respecter ses droits. Est-ce que c'est le rôle du tuteur, ou est-ce qu'à un moment, sur le principe de droit, il y a un moment, c'est plus le tuteur qui doit gérer ça, et que le tuteur s'arrête peut-être sur l'aspect financier, ou l'administration, on va dire, CRHD, aide médicale, etc. de base, mais qu'après tout le reste des droits qui sont bafoués, est-ce qu'ils interviennent? Parce que là, par exemple, la personne m'avait dit, si on a fait les démarches, mais c'est pas grave, il passera au rattrapage. Donc moi, c'est quelque chose sur les handicaps que je ne peux pas accepter d'entendre. C'est-à-dire que ça serait une personne lambda, ça serait son enfant. Je veux dire, si c'est votre fils, on lui dit, finalement, désolé, ça sera le rattrapage. Ça, c'est pas une réponse que je peux entendre. Mais avant d'aller sur la tutrice, est-ce que c'est son rôle aussi? Alors, ce cas particulier, je ne l'ai jamais vu. Après, on est sur l'ouverture de droit, donc je pense que ça relève du rôle du tuteur. Hein. C'est pour ça que je voulais juste savoir effectivement où commence. C'est de l'ouverture de droit. En fait, la difficulté va résider sensiblement dans chaque cas sur l'interaction entre le tuteur, le majeur et son environnement familial. Parce qu'effectivement, ces missions annexes, ou en tout cas d'aide, peuvent être accompagnées par la famille, qui peut aussi dire... Il est isolé, mais s'il est isolé, c'est le tuteur. Voilà. D'être venu avec répondu aux questions, et puis si vous avez besoin d'informations complémentaires, je crois que vous avez des adresses, vous donner, et sinon vous pouvez passer par nous et on redirigera. Et merci à tous d'être venus et bon retour.